9h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et c'est les vraies voix qui font rouler la France comme chaque jeudi avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très bien et vous? Très bien, une parfaite journée aujourd'hui avec une nouvelle génération de radars urbains qui débarque en ville. Après 2 années de test, la préfecture de police de Bouches-du-Rhône a confirmé la mise en route officielle de 3 nouveaux radars urbains. On va en parler avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. L'Automobile Club de France et l'ESSEC Automobile Club s'associent pour organiser la 7e édition du Grand Prix ACF Autotech qui récompense les startups françaises et internationales les plus innovantes dans le domaine. Les demi-finalistes seront dévoilés ce soir. On fait le point avec Richard de Cabrol, organisateur du Grand Prix ACF Autotech. Et le métier mobilience de la semaine, beaucoup de changements concernant le permis de conduire en ce moment. Lorenzo Lefebvre sera avec nous, vice-président national de Mobiliance, Éducation et Sécurité routière. Véritable observatoire du comportement de consommation des Français, Le Bon Coin a analysé les habitudes de ses utilisateurs et dévoile leurs approches qui se distinguent selon leur âge. Olivier Flavier, vice-président automobile chez Le Bon Coin, sera en notre compagnie. Et puis Volt s'est donné pour mission de faciliter la ville à ses usagers en leur offrant le meilleur de l'éco-mobilité. Leur métier consiste à dénicher, à choisir, à tester, à qualifier et certifier, puis à importer en exclusivité des produits. Et Grégory Coyot sera avec nous, cofondateur de Volt. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et on va parler de ces fameux radars, les ETU ou les ETU, comme équipement de terrain urbain qui débarquent dans plusieurs villes de France après une période de tests sans verbalisation. Pierre Chasseret est avec nous, directeur délégué général de 40 millions d'automobilistes. Et ça roule, je rappelle, tous les matins à 6h15 dans le Grand Matin Sud Radio. Bonsoir Pierre Chasseret. Salut Cécile, bonsoir à tous. Bonjour Pierre. Ces radars, alors que on n'attendait pas, qu'on n'espérait pas, et pourtant ils sont bien là, ils ont été testés, aujourd'hui ils fonctionnent. Ah oui, ça pour fonctionner, ils fonctionnent. Et ils fonctionnent, et ils vont très bien flasher. Oups, j'ai dit une bêtise. Ils ne vont justement pas flasher. Ils prennent des photos par infrarouge. Vous ne savez même pas que vous allez être sanctionné. Alors comment ça se passe? Ce sont des équipements, des petites boîtes, des mini-radars en fait, qui sont placés à en gros 2,50 m, 3 mètres d'altitude sur du mobilier urbain, des lampadaires, ce genre de choses, et qui vont venir sanctionner votre passage au feu tricolore quand c'est rouge, et aussi quand vous êtes en excès de vitesse. Problème, Cécile, ils vont être mis en place aussi, comme à Toulouse, et c'est bien pour cette raison-là qu'ils ne sont pas mis en place à Toulouse, dans des zones à 30 km/h. Aïe. Et est-ce que vous imaginez tous ces chauffards qui vont traverser à 36 km/h et qui vont être flashés d'un point sur leur permis de conduire et de 135 € d'amende? Eh bien ça, c'est tout simplement inadmissible. Alors, ils ciblent aujourd'hui 2 types d'infractions, les excès de vitesse et le non-respect des feux tricolores. Ils vont pouvoir flasher aussi, par exemple, les non-respects des stops ou des céder le passage. Mais ils vont même flasher à terme, a priori, le téléphone au volant et le non-port de la ceinture de sécurité. Alors, ils sont pas homologués pour ça. Ça Non, c'est c'est à terme, a priori. Ouais. Non, en étant honnête, vous savez, en France, on sanctionne la vitesse et les petits excès. C'est ce qui rapporte. Donc, c'est 1 milliard d'euros générés par les petits excès de vitesse chaque année. Autant vous dire que l'État va rester là-dessus, uniquement là-dessus. Non, ce qui est gênant, c'est que ce petit radar urbain, là où il va poser des problèmes, c'est pas pour quelqu'un qui traverse les villes à 80 km/h. Celui-là, faut le sanctionner, bien évidemment. Non, moi, ce qui me pose problème, c'est quand on va aller flasher des gens qui sont dans des zones 30, 5 km/h au-dessus. Je comprends pas trop l'intérêt. On n'est pas un chauffard à 35 km/h. Merci en tout cas Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, d'avoir été avec nous. Ça roule tous les matins à 6h15 dans le Grand Matin Sud Radio. Et bien entendu, on suivra ce dossier. Et puis un autre dossier dont Sud Radio est partenaire, c'est le Grand Prix ACF Autotech, le grand concours des startups de l'automobile. Et nous allons dévoiler les noms des demi-finalistes de ce trophée dont la finale sera le 24 avril prochain avec Richard de Cabrol qui est avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous, organisateur de ce Grand Prix ACF Autotech. Alors, tout d'abord, rappelez-nous comment est né le Grand Prix ACF Autotech et en quoi il consiste. C'est l'association du milieu de l'éducation représentée par l'ESSEC Automobile Club avec celui finalement de la Maison de l'Automobile, l'Automobile Club de France qui devient par la suite la Maison de l'Autotech avec toutes ces startups innovantes. Et le but de ce Grand Prix, c'est de récompenser 2 à 3 startups par an parmi 6 finalistes, parmi 94 candidatures cette année. Énorme, c'est énorme, 94... c'est le record. Oui. Le dernier record, c'était 2020 avec 89 candidatures. Donc ça prouve que chaque année, le Grand Prix attire de plus en plus. Alors, qui sont ces petites pépites ?
Alors, donc cette année, on a délibéré. Oui. Un pré-jury s'est réuni d'experts et nous avons désigné donc dans le prix pionnier Bip Batteries dans le recyclage, Clean dans l'hydrogène, Ethyl-Wheel qui détecte votre tatouline au volant. On va en parler justement une par une. On avait commencé par Génomine. Alors c'est fabuleux, une start-up française qui améliore la biologie naturelle des plantes pour en faire du nickel renouvelable. C'est énorme. Donc, c'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire et ça a des applications dans l'automobile et même au-delà puisque parfois vos casseroles ou vos ustensiles de cuisine sont faits en nickel. Oui, c'est vrai. Donc, Quel âge ont-ils, ces personnes, ces alors déjà, start-upers? notre règlement interdit d'avoir plus de 10 ans, donc c'est très variable. Hein. Certaines sont très jeunes, 1 an, 2 ans, d'autres Ah, plus de 10 ans, âgées, je 5, pensais 6 que ans. vous parliez des personnes. Ah, pardon. Oui, pardon, les start-up, plus de 10 ans. Mais vous savez, bientôt peut-être qu'avec les technologies d'Elon Musk dans le cerveau, on arrivera à avoir des entrepreneurs à l'âge de 2 ans, hein, c'est possible. Hein. Qui sait? Et donc, ce sont des start-up qui, donc, aujourd'hui, ont été développées déjà? Alors, ça dépend. Dans le Grand Prix, elles ont déjà atteint le go-to-market. Elles vendent leurs produits, elles ont du chiffre d'affaires. Pas mal de startups dans le prix pionnier n'ont pas encore atteint ce stade où elles ont du chiffre d'affaires ou peut-être éventuellement en POC, en proof of concept, quand elles essaient de prouver quelque chose et qu'on leur donne quand même un dédommagement pour l'effort fourni. Mais pas tout le temps. Dans le Grand Prix ACF, il y a des startups françaises, il y a 2 startups israéliennes et une allemande. Alors il y en a une qui fait quand même un truc assez dingue, elle s'appelle Stellar, elle est française. Elle permet de connecter des voitures à des satellites, mais plein d'autres objets. Expliquez-nous comment ça marche. Alors des satellites propriétaires, ils n'utilisent pas Starlink d'Elon Musk, hein, c'est Stellar qui met en orbite ces satellites. Et le but, effectivement, c'est dans les zones, finalement, on reçoit mal la connectivité, qu'on va se connecter aux satellites, un peu comme quand vous partez avec un portable satellitaire dans une région perdue à faire une énorme randonnée. Ben là, cette fois-ci, la voiture, elle sera connectée aux satellites pour accéder à Internet, tout simplement. Donc plus de zone blanche. C'est ça. Enfin, dans les zones couvertes par ces satellites. Oui, et voilà, il faut être connecté au bon opérateur, c'est ça. Alors, il y a une autre start-up israélienne qui fait quelque chose d'excellent pour la sécurité. Elle s'appelle, alors je vais le prononcer à l'anglaise, hein, c'est Ride, donc Vision et pas Vision, qui vise à prévenir les accidents de 2 roues avec les véhicules qui les entourent. Ouais. C'est des systèmes qu'on connaît un peu déjà, hein, des systèmes LIDAR qui permettent de détecter les objets autour et qui permet un peu d'anticiper par l'attitude du motard et aussi, bien entendu, des véhicules autour à 4 roues, puisque nous sommes à un concours qui récompense des startups innovantes dans l'automobile. Donc là, on s'est dit, ça rentre dans le cadre, puisque ça protège de l'automobile. Et c'est vrai que c'est assez innovant là-dessus et c'est un vrai sujet, les personnes vulnérables sur les routes. Et l'autre start-up israélienne, c'est Clearly, qui produit un logiciel visant à permettre à l'industrie, alors ça c'est dingue, à l'industrie mondiale du transport à viser le 0 émission pour ses flottes de véhicules. Oui, ça c'est intéressant. Ça c'est typiquement à nouveau des applications d'intelligence artificielle qui regroupent des données. Alors juste une petite précision, c'est une start-up anglaise. Hein, il y a marqué israélienne sur le communiqué de presse. Ah bon, je vous montrerai. J'aurais dû mieux relire, mais en effet elle est UK. On n'en a qu'une seule israélienne, c'est Read Vision, hein, si on veut rester dans le francisé. Oui. Et donc, Clearly, effectivement, à partir de ces données, optimise et conseille les gestionnaires de flotte de transport pour atteindre ce 0 émission. Alors, il y a le prix pionnier ACF. Là, c'est pour, expliquez-nous, c'est pour les, comme disent les Québécois, les jeunes pousses. Alors, les jeunes pousses, oui, bon, c'est un terme aussi qui a été employé dans un ancien temps en France. Mais effectivement, on parlait tout à l'heure de est-ce que les startups vendent finalement leurs produits. Là, on tombe dans la catégorie où elles ne vendent pas forcément leurs produits. Elles sont jeunes et on veut pousser des développements et des travaux de recherche très innovants. Même si Génomine est aussi un travail de recherche très innovant. Mais c'est vrai qu'on veut vraiment découvrir les startups au tout début. On a envie de dire, elles ont été découvertes par le Grand Prix. C'est un peu à ça que sert le prix pionnier. On a beaucoup parlé dans la politique de réindustrialisation de la France, de l'arrivée des gigafactories de batteries, notamment dans le nord de la France. Et là, il y a une qui s'appelle EntroView, qui vise à aider les gigafactories de batteries, donc notamment celles qui sont en cours d'installation ou qui viennent d'ouvrir en France. Comment ça marche ? Disons que le sujet des batteries est très divers, hein, c'est-à-dire que les préoccupations concernent le recyclage, concernent aussi le diagnostic de la batterie. Oui. Et l'application d'EntroView utilise un système qui nous expliqueront eux mieux que moi de l'entropie pour finalement évaluer l'état de la batterie, que ce soit en gigafactory ou que ce soit même dans le véhicule, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours du mal à évaluer, la durée de vie future de la batterie, notamment même quand on achète un véhicule d'occasion. Ah oui, alors il y en a une autre qui est fabuleuse, c'est Ethyl-Wheel, qui développe, produit et commercialise une solution de détection d'alcoolémie
en mettant ses mains sur le volant. Alors expliquez-nous attention, comment, là. parce que là on parlait des éthylomètres où il faudrait souffler avant de démarrer pour que quelqu'un qui a trop bu ne puisse pas prendre le volant. Là, on est obligé de toucher le volant, ne serait-ce que pour démarrer et rouler. Comment est-ce qu'on fait pour détecter l'alcool dans la peau, parce que c'est complètement... La sueur. Alors ça, c'est... Alors là, faut avoir beaucoup bu, à mon avis. Je sais pas, mais expliquez-nous, parce que c'est fabuleux. Alors, sur la peau, manifestement, on émet des substances qui sont détectables par les détecteurs d'éthylohuile qui s'incrustent dans le volant. Ensuite, je vais pas vous dire que on est sûr à 100% qu'il n'y ait pas de faux négatifs, de faux positifs, mais en fait, on a trouvé que cette solution était tellement innovante et on peut tellement, être honnête dans le sens où le conducteur va poser ses mains sur le volant. Je veux dire, un éthylotest connecté, on peut le passer au voisin et c'est le voisin qui souffle dedans. Et c'est on peut mettre des gants. Oui. Alors non, justement, il peut détecter, parce que du coup, si les gants sont là, les substances ne sont pas là, et tant qu'il ne détecte pas ces substances qui sont sécrétées toujours sur la peau et dans la main, eh bien, ça détecte, ça dit, vous avez des gants. Donc, mais par contre, même si la justesse n'est pas optimale peut-être aujourd'hui, nous avons voulu les encourager, puisque le Grand Prix, il sert à ça, il sert à aider les startups à aller au bout de leur développement. Donc, on n'est pas là non plus pour dire, oh, c'est bon, le produit est prêt à être acheté. Non, on essaie de les aider à aller jusque-là. On parle d'hydrogène aussi dans ces technologies avec alors c'est Clean, c'est ça ? C'est ça. Oui. Clean, qui par sa source d'hydrogène ou par l'usage de matériaux non rares, essaie d'innover notamment dans le support de températures très hautes, et c'est toujours un très gros problème, la température dans les piles à combustible, et c'est là où Clean a des solutions innovantes. Et je ne peux pas en dire plus. Alors il y a aussi Diamfab qui j'aime bien parce qu'il y a encore plein de secrets, c'est ça qui est bien. Les diamants sont éternels, un process de synthèse du diamant pour les semi-conducteurs, et les semi-conducteurs maintenant il appelait dans les voitures, à commencer par l'éclairage en LED, c'est des semi-conducteurs. Alors oui, à ce niveau-là, le diamant, d'ailleurs, qui est fait par synthèse. Alors à tous les auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à offrir à votre dulciné une bague en diamant de synthèse. C'est tout à fait écologique et comme ça, on ne va pas dans les mines. Et une ressemblance étonnante d'ailleurs. Et moins cher. C'est un peu comme finalement le nickel créé à partir de plantes. Et le diamant a des propriétés, notamment en termes de conducteur, en termes d'espace et en termes de poids, qui font que ça peut révolutionner la mobilité dans l'automobile, mais aussi au-delà, même dans l'aviation. Et puis la dernière, Highway Tech, qui développe un système d'intelligence artificielle au service de l'automobile sur la gestion d'usine. Alors ça aussi, on nous a dit, mais c'est très en amont, pourquoi on y va? On n'est pas sûr, c'est très en amont, et j'ai envie de dire, cette année, c'est un peu le Grand Prix ACF du risque, c'est-à-dire qu'effectivement, ils utilisent des modèles mathématiques probabilistiques bayésiens pour aller encore plus loin, qui innovent dans l'étude des différentes possibilités, par exemple, qu'un véhicule autonome peut avoir quand il choisit énormément de chemins, sauf que ça consomme énormément d'énergie, et c'est frugal, ça consomme très peu d'énergie, avec finalement peu de données, avec le maximum d'utilisation, et ça, ils sont extrêmement innovants là-dessus. Encore un beau travail de recherche. Et il y a aussi une mention qu'on peut obtenir dans ce concours, le GPACLF Green Tech. Comment est-ce qu'on obtient cette mention? Alors c'est très simple. Pour l'instant, on ne se pose pas trop la question, même si le critère impact sociétal existe dans le Grand Prix ACF Autotech. Et une fois que nous aurons sélectionné le 2 février les 6 finalistes, c'est là où nous interrogerons parmi ces 6 laquelle impacte le mieux l'environnement. Et ben voilà, le rendez-vous est lancé le 2 février. Vous serez avec nous, bien entendu, pour cette dernière Alors ligne le droite. 24 avril, je serai avec vous. Le 2 février, on sera tout seul. Non, mais vous reviendrez nous dire quels sont les... Alors peut-être le 5, parce que le 2, ça va se terminer très tard. Ah bah d'accord, mais vous reviendrez en tout cas. À chaque fois, on vous suit dans ce cheminement, bien entendu, du grand gagnant. Merci beaucoup Richard de Cabrol d'avoir été avec nous, organisateur de ce Grand Prix ACF Autotech. Vous restez avec nous dans un instant. Notre métier Mobiliance, on en parle dans un instant. À tout de suite. Et les vraies voies qui font rouler la France, et pour rouler, forcément, il faut parler de sécurité routière. Et beaucoup de changements concernant ce permis de conduire en ce moment. On en parle avec Lorenzo Lefebvre qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes vice-président national de Mobiliance, et donc éducation et sécurité routière. Avec ce permis qui vient de passer à l'âge de 17 ans, est-ce que c'est une bonne chose selon vous, ou c'est peut-être un petit peu prématuré ? Alors bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous les auditeurs auditrices. Alors pour nous c'est une bonne mesure, puisque améliorer la mobilité des jeunes, notamment dans le milieu rural, pour leur permettre d'aller dans leur stage, d'accéder aux différents lycées professionnels, c'est plutôt positif comme mesure. On peut se poser des questions sur la sécurité. Maintenant,
Aujourd'hui, on n'est pas capable de lire dans les rues, donc on ne sait pas si demain, les jeunes de 17 ans seront plus dangereux que ceux de 18 ans. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans les pays où ça a été déjà mis en place, il y avait un suivi de ces jeunes durant la première année de leur permis de conduire, ce qui n'a pas été le cas en France. Malheureusement, c'était une mesure qui a été poussée par Mobiliance, mais qui n'a pas été choisie par le gouvernement. Donc, plutôt une bonne mesure, avec quand même ce bémol de sécurité. On a pris le risque de pas les faire revenir dans les écoles de conduite pour s'assurer que leur comportement était adéquat entre 17 et 18 ans. Du coup, vous conseillez aux parents de prendre les devants ? Alors oui, on conseille aux parents de prendre les devants. Le premier conseil que je pourrais leur donner, c'est d'abord de leur faire faire la conduite accompagnée. Vous savez que cette mesure, elle concerne, l'estimation qui a été faite, c'est à peu près 100 000 jeunes qui vont être concernés par cette mesure. Et plutôt dans les milieux ruraux, c'est-à-dire des milieux où les parents roulent aussi en voiture. Donc, ce qu'on leur conseille, c'est de commencer par la conduite accompagnée, les faire conduire, ce qui sécurise le jeune, puisque pendant cette phase de conduite accompagnée, il y a des rendez-vous pédagogiques qui leur permettent de revenir dans l'école de conduite et aussi d'avoir une certaine expérience. Et le deuxième conseil, c'est qu'il y a une formation post-permis qui existe. Quand on passe son permis à 17 ans, on peut faire cette formation post-permis 6 mois après avoir passé le permis. Revenir dans une école de conduite, c'est une formation qui vaut une centaine d'euros, mais ça vaut le coup quand même de prendre 100 euros pour parler du comportement des jeunes. Et en plus, ça leur permet d'avoir une remontée en points assez rapide, un peu plus rapide que les autres. Donc voilà, c'est les deux conseils que je pourrais donner aux auditeurs sur le permis à 17 ans pour pallier au fait que le gouvernement a pas voulu finalement faire un suivi des jeunes dans les écoles de conduite. Alors c'était une mesure sociale, c'est un permis quand même qui est pas donné, 1800 euros, puisque c'est à peu près en moyenne ça. L'aspect financier, on tique un peu quand même. Alors c'est pour nous, notre analyse, c'est que c'est pas du tout une mesure sociale, puisque finalement un jeune à 17 ans ou à 18 ans, s'il n'a pas les moyens de payer le permis de conduire ou la formation au permis de conduire, ça changera pas grand-chose. Le fait qu'on lui permette de le faire à 17 ans. Donc c'est pas pour nous une mesure sociale. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les jeunes qui passent le permis à 17 ans sont plutôt des jeunes qui sont dans les milieux sociaux aisés, et les gens qui ont un peu de difficulté, eux, peuvent pas financer le permis de leurs enfants à 17 ans. Donc nous, puisqu'on est assez audacieux, j'ai écouté le président de la République où il a parlé d'audace, on est assez audacieux à Mobiliance, et on a proposé la portabilité du CPF entre les parents et les enfants, puisqu'on parle aussi aux gens qui travaillent et aux Français moyens. Et une famille aujourd'hui avec 2 enfants, avec un salaire plutôt bas, elle n'a pas les moyens de financer le permis de conduire pour les 2 enfants. Par contre, les 2 parents ont de l'argent sur leur compte CPF et ils pourraient utiliser cet argent pour au moins le prêter à leurs enfants pour pouvoir passer le permis de conduire. Donc ça, ce sera la deuxième mesure. Et on en est où, là, vous l'avez déjà proposé, ça ? On l'a déjà proposé et si vous voulez, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir la proposer à notre nouveau Premier ministre qui finalement est en direction des jeunes. Et on pense que c'est une mesure qui serait vraiment idéale pour les jeunes et qui permettrait à ceux qui sont en difficulté de pouvoir se déplacer et aller travailler comme les autres. Oui, allez-y. Et pour le permis, 1 euro, toujours très difficile, même à financer, parce que même quand vous êtes parent et que vous gagnez le SMIC, c'est difficile. Oui, c'est la banque qui décide, donc vous savez comment ça se passe. La banque, elle prête de l'argent aux gens qui ont déjà de l'argent, donc on n'est pas... qui sont solvables. Alors, il y a aussi une nouveauté, le 1er mars, on pourra désormais faire la formation pour conduire des voitures à boîte manuelle juste après avoir passé le permis en automatique. C'est ça, exactement. Écoutez, on va dans l'ère de la modernité et vers les véhicules électriques, vers les véhicules à boîte automatique. Et il y avait un petit paradoxe en France, c'est que lorsqu'on passait son permis en boîte automatique, on avait 3 mois de délai avant de pouvoir conduire une voiture en boîte manuelle et faire une formation dans une auto-école qui nous permettait de conduire une boîte manuelle. Donc imaginez un jeune qui passe son permis en boîte automatique, qui est un peu plus simple et qui permet qui a un coût un peu moins élevé, et on lui propose de conduire une voiture en boîte manuelle, il pouvait pas parce qu'il fallait qu'il attende ces 3 mois. Donc nous aussi, on a poussé ici Mobiliance très fort pour que cette mesure disparaisse. On a eu gain de cause, donc à partir du 1er mars, on pourra passer son permis sur boîte auto, faire ensuite 7 heures à la suite
pour pouvoir apprendre à passer les vitesses et conduire sur les deux types de véhicules. Merci beaucoup Lorenzo Lefebvre d'avoir été avec nous, vice-président national de Mobiliance, éducation et sécurité routière. Dans un instant, on va observer, grâce au Bon Coin, véritable observatoire du comportement des consommateurs français, et on va tout vous dévoiler dans un instant avec notre invité Olivier Flavier, qui est vice-président automobile chez Le Bon Coin. Allez, à tout de suite, on fait une pause. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec cet observatoire de comportement de consommation des Français. Le Bon Coin a analysé donc les habitudes des utilisateurs et dévoile leurs approches qui se distinguent selon leur âge. Olivier Flavier est avec nous, vice-président automobile chez Le Bon Coin. Vous le connaissez maintenant, il vient assez souvent chez nous. Merci d'être avec nous. Sud Radio, c'est aussi un bon coin. Ok, allez, joyeux Noël. Ne riez pas, s'il vous plaît, ne riez pas. Ce que vous avez observé aujourd'hui, le marché forcément est en pleine évolution. Vous étiez venu la dernière fois. Aujourd'hui, l'électrique a pris une place un peu plus importante. Donc forcément, ça remet en jeu pas mal de choses sur la filière automobile. Alors, en neuf, oui. En occasion, pas encore. Ah, d'accord. Il faut se le dire. Les immatriculations l'année dernière sur le pur, là je parle du pur électrique, 100% électrique. Ouais. Après, on pourrait mettre l'hybride rechargeable si on veut dans le calcul, mais c'était 2% en occasion. 2% des immatriculations, c'était 100% électrique. Ouais. C'est peu. Et d'ailleurs, sur Le Bon Coin, on a 4% des voitures, sur les 800 000 voitures, on a 4%, donc 32 000 voitures, qui sont uniquement pur électrique. Donc c'est peu. L'offre, elle est encore faible, et 80% des voitures sont vendues par des professionnels aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a des voitures, il y a 3, 4 ans, 5 ans, qui sont en train d'arriver sur le marché. Donc cette offre qui se développe bien en neuf, on finira par l'avoir en occasion, mais pas avant 2-3 ans. D'accord. Mais aujourd'hui, le marché, en tout cas de l'occasion, est en baisse. Alors en immatriculation, il est stable. Oui. Il est stable, 0%. Je parlais du prix. Je parlais du prix, du prix de l'occasion aujourd'hui. Aujourd'hui, il commence à baisser. On est d'accord ? Légèrement. Il y a une légère inflexion. Les prix ont augmenté depuis 2020 de 20 à 30% sur les voitures d'occasion. On a eu une légère baisse, et il y a toujours une légère baisse actuellement, mais elle est de 400, 500 euros par voiture. Et ceux qui font les efforts de baisser aujourd'hui, ce sont les concessionnaires. Parce qu'ils ont beaucoup de stock, ils ont plus de stock qu'avant, ils ont besoin de faire tourner leur stock. Donc il y a des bonnes affaires à faire chez les concessionnaires. Tous ne baisseront pas leur prix, évidemment. Oui. Mais si vous regardez sur notre site actuellement, vous voyez beaucoup de voitures en baisse. On met une petite flèche vers le bas verte, pour indiquer que les efforts qui sont faits sur ces baisses de prix. Donc dans le futur, on verra des prix qui vont baisser de plus en plus. Et ce qui est bien pour le marché de l'occasion. Alors pourquoi les modèles électriques et hybrides ont-ils connu une baisse des prix plus marquée que d'autres types de véhicules ? Ouais, ça c'est vrai par contre. Ce que je disais, c'était vrai pour le thermique. Plus ? Oui, mais alors il y a deux explications. La première, c'est alors ce qu'il faut que je redise, c'est que le thermique, donc l'essence et le diesel, pèsent pour 94% des ventes aujourd'hui en occasion. Oui. Donc forcément, l'électrique c'est un peu mis à part. Ce qui s'est passé, c'est que ces derniers temps, vous avez eu beaucoup d'investissements, notamment de la part de Tesla, qui a baissé fortement ses prix, et ça se répercute forcément derrière sur l'occasion. Vous pouvez pas avoir des voitures d'occasion plus chères que des voitures neuves. Donc quand vous allez sur une Tesla, qui est une des voitures les plus recherchées sur Le Bon Coin aujourd'hui en électrique, vous avez des prix qui ont baissé depuis 3 mois d'à peu près 3 000 euros. Ah oui. Ce qui est beaucoup. Voilà. Est-ce que le fait que forcément les constructeurs aujourd'hui déploient, il y a de plus en plus de possibilités, il y a de plus en plus de modèles, ça contribue aussi à modifier le marché, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois. Là, ça sort entre hybride, entre électrique, tout le monde est parti sur ce marché. Mais on l'a pas encore en occasion. Ouais. Voilà, c'est ça aussi. Encore une fois, il y en a un décalage de 3-4 ans. Avant que ces voitures arrivent sur l'occasion. Donc, et comment on explique, on a eu un casseur, une casse il y a 2 mois, qui nous disait qu'ils avaient déjà énormément de voitures électriques. Par rapport à leur volumétrie, sûrement. Encore une fois, sur le Bon Coin aujourd'hui, on a 34 000 voitures électriques. Il y a 2 ans, j'en avais 7 000. Donc forcément, on augmente en volumétrie, mais par rapport aux 750 000 autres voitures, ça reste faible.
Alors, quels sont les modèles spécifiques de véhicules électriques et hybrides qui ont vu leur prix baisser de manière significative parmi les best-sellers, comme on dit? La Tesla, principalement. La Model 3. La Model 3, effectivement. On a des voitures qui se portent bien aussi en électrique aujourd'hui sur le Bon Coin. C'est la Fiat 500 électrique. Oui. La Fiat 500e, qui se passe bien. Il y a la petite Zoé aussi. La petite Zoé. Oui. La Zoé, ça fait depuis le début. En fait, elle est là. Ça est toujours là. C'est des voitures qui ont des bonnes rotations, quoi. La Nissan Leaf aussi. Nissan Leaf aussi, on commence à la voir arriver. Ouais. Exact. Et quelle est la tendance finalement générale de ces prix qui baissent en moyenne sur les voitures? Est-ce qu'il y a, alors j'imagine qu'il y a une grosse différence entre les voitures de route et les voitures urbaines. Je pense que là aussi il faut faire Qu'est-ce qui baisse le plus? Ce qui baisse le plus, c'est les voitures de taille les plus chères en fait, en réalité. Parce que encore une fois, on peut pas se payer aujourd'hui des voitures, pas facilement se payer des voitures d'occasion de 40 000, 45 000 euros. Oui. Donc c'est celles-ci qui baissent le plus. Celles qui ont baissé, dans mon exemple de 2 3 000 euros, c'est celles qui étaient placées à 38, 40, 45 000 euros. Les voitures qui sont plus accessibles en prix à 20, 25 000 euros en électrique, elles ont baissé de 1 000 euros. D'accord. Est-ce que déjà pas mal. Est-ce que les injonctions, les ZFE, par exemple, là, la mairie de Paris qui veut taxer les SUV, est-ce que ça a un impact immédiat finalement sur le Bon Coin pour l'instant? Non, parce que la voiture, c'est pas un bien qui est purement local. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une voiture dans Paris, effectivement, qui n'est plus autorisée à rouler parce qu'elle est en critère 3, 4, 5, mais elle va être achetée dans des zones hors ZFE en région. Donc ça c'est pas un souci. Moi la seule chose que l'on constate aujourd'hui sur le Bon Coin sur les pures zones les ZFE, c'est que ces voitures-là ont des prix un peu plus bas dans les grandes villes, comme Grenoble, Lyon et Paris, sont un peu plus bas que la moyenne, parce que c'est un peu plus compliqué de les vendre, mais elles partent quand même facilement en province. On est en janvier 2024, quelles sont les perspectives du marché de l'occasion pour 2024, même si on est vraiment au tout début, Je ne sais pas. Merci d'être venu. Voilà, c'est une excellente question. Mais j'aimerais bien savoir, parce qu'en fait, nous aussi, c'est pour ça qu'on vous a invité. Mais je vais vous donner des éléments de réponse, parce que autant dans les années précédentes, c'était assez facile de décrypter ce marché. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est un marché qui est pris entre l'offre, la demande et les prix. Donc l'offre, elle est là, donc il y a beaucoup d'offres. Donc il y a beaucoup de demandes aussi. Vous savez, quand j'étais venu l'année dernière, je vous avais dit que sur le Bon Coin, on avait une audience, un trafic de plus de 15% par rapport à 2022. Donc il y a beaucoup plus de gens. J'avais 100 millions de visites sur le Bon Coin par mois. 100 millions, c'est énorme. 13 Dans millions un pays de visiteurs. 60 millions d'habitants, c'est énorme. C'est des visites, c'est un nombre de visites. Donc c'est 13 millions. 13 millions de visiteurs uniques à prendre sur 60 millions qui viennent sur votre site. Donc 13 millions tous les mois qui viennent. Et augmentation de trafic de 15%. Là, depuis le début de l'année, j'ai une augmentation de 9% sur les 15 de l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'offres. Donc intellectuellement, vous allez vous dire, en loi économique, les prix devraient baisser, mais les prix baissent peu. Or l'électrique, et c'est parce qu'il y a autre chose derrière, les taux de crédit restent élevés en France. Oui. Et donc vous êtes pris là-dessus. Donc pour répondre à votre question, je pense que dans les mois à venir, on va continuer de voir des baisses de prix. Il y a pas mal d'aides qui arrivent là sur l'électrique. Oui, sur le neuf. Oui. L'occasion, moins, on vient d'enlever un bonus de 1 000 euros. Oui, mais ça veut dire que des gens vont vendre leur voiture et que vous rachetez du neuf. Donc il va y avoir un turnover. Donc ça veut dire que... Oui, les prix, en fait, ce que je pense, c'est que le marché 2024 va ressembler, en tous les cas sur les 6 premiers mois, va ressembler à celui de 2023. On va avoir beaucoup d'offres. C'est là où je dis, ça vaut le coup d'aller quand même voir des concessionnaires. Je pense qu'il y a des offres intéressantes à faire. Vous préconisez d'acheter maintenant? Parce que tout le monde est un peu en arrêt en se posant des questions. Le truc, c'est qu'à un moment, il faut bien racheter une voiture. Moi, je pense que dans 6 mois, le marché il sera comme aujourd'hui. Les prix vont pas forcément s'effondrer. Ils vont un peu baisser, mais je pense que maintenant ou dans 6 mois, ça sera la même chose. Eh bien, enfin, on refera un point avec vous, Olivier Flavier. Merci beaucoup d'être venu chez nous. Avec plaisir. Vice-président automobile chez Le Bon Coin. Allez, on fait une dernière petite pause et on va revenir avec Volt, qui s'est donné comme mission de faciliter la ville avec ses usagers en vous offrant finalement le meilleur de l'écomobilité. On va en parler avec Grégory Coyot, qui est cofondateur de Volt. On fait une petite pause. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
Si les trottinettes en libre service ont disparu des trottoirs parisiens suite à une votation, vous me permettez d'utiliser un terme suisse comme le référendum n'est pas trop à la mode en ce moment, il y a encore des solutions de mobilité douce comme Volt en propose. Nous sommes en compagnie de Grégory Coyot. Ça se prononce bien Coyot, c'est ça? Coyot, j'ai dit Coyot tout à l'heure. Cofondateur de Volt. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, quand on lit votre site internet, il y a un ADN Volt. Quel est cet ADN? L'ADN, enfin en tout cas notre mission, c'est d'essayer de donner aux usagers la possibilité de circuler beaucoup plus facilement dans les plus grandes agglomérations. C'est ça le propre de Volt. Et le propre de Volt aujourd'hui, c'est de proposer aussi de la mobilité douce, mais pour tout le monde et accessible. Alors oui, pour tout le monde. Donc déjà, essayer de couvrir un rayon de 0 à 30 km. Ouais. Alors pourquoi un rayon de 0 à 30 km? C'est la distance moyenne qui sépare les banlieues un peu plus lointaines, dans les 50 plus grandes agglomérations françaises, du centre-ville. Oui. Et donc, dans ce segment de 0 à 30, il y a des trottinettes, des vélos électriques, des motos électriques ou des scooters électriques. Et pourquoi la trottinette, en fait? Alors, pourquoi la trottinette? Parce pourtant très décriée à la base. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément une super pub, mais c'est aujourd'hui le produit en volume le plus vendu en France depuis 2 années consécutives. Beaucoup plus que le vélo électrique. Alors, vous me direz, le vélo électrique, il a quand même le prix moyen d'un vélo électrique est à 2 000 €, alors que la trottinette est plutôt aux alentours de 600 €. Voilà pourquoi elle est beaucoup plus accessible au grand public et elle offre moins de contraintes que certaines autres produits de mobilité comme le vélo, parce que un gabarit plus grand. Alors chez Volt, il n'y a pas que les trottinettes, puisque vous avez une offre très vaste avec des trottinettes, donc des vélos, des scooters, des motos, des gyropodes et des overboards. Alors expliquez-nous tout ça. Alors, un gyropode, c'est une... Overboard, ça m'a fait penser à Overcraft, vous savez, quand on traversait la Manche à l'époque. Et oui, alors Overboard... il est vieux. Non, mais répondez même pas, il est vieux. C'était au siècle dernier, vous avez raison. Il a 1000 ans. L'overboard, c'est ce qui a donné un peu l'élan à la micromobilité, mais c'était plus un gadget ou un jouet qu'autre chose. Par contre, la gyroroue, c'est une monoroue qui est... C'est assez impressionnant quand vous le voyez. Alors, l'appréhension du véhicule, ça va très vite. L'appréhension du véhicule est pas si simple. C'est pour ça que ça s'est pas tant démocratisé que ça sur nos routes. La trottinette est beaucoup plus facile, ou le vélo électrique en termes d'usage. Pour revenir sur ce qu'on peut faire et pas faire sur les différentes mobilités que vous vendez, la trottinette finalement, on peut plus les louer, mais on peut s'en servir partout dans toutes les villes. Bien sûr, et surtout... C'est trottoir ou c'est chaussée? C'est piste cyclable. D'accord. Et c'est dans les deux sens, à partir du moment où une rue est au maximum de sa vitesse, 30 km/h. Donc, l'intégralité des villes en France qui sont inférieures à 30 km/h, vous pouvez circuler dans les deux sens avec soit un vélo, soit une trottinette, et ça sur la rue. Vous n'avez pas besoin d'une piste cyclable. Et même sur la roue, en fait. Et même sur la roue aussi. Même sur la roue. Comment s'appelle le gyropode. Gyropode. Oui, c'est considéré comme un EPDM. C'est quoi veut dire EPDM? Engin de déplacement personnel motorisé. D'accord. Voilà. C'est le nom scientifique donné exactement. C'est le nom donné à la catégorie de produits pour les trottinettes comme pour la gyro. Alors quand on lit votre site internet, qui est d'ailleurs très bien fait, il y a la liste de vos fournisseurs. Comment est-ce que vous les sélectionnez? Alors nous, déjà, notre positionnement, il est plutôt milieu de gamme, haut de gamme. Donc, on ne travaille pas sur des véhicules, on va dire, très entrée de gamme, parce qu'on considère que ce sont des machines qui circulent et qui vont dans les rues. Donc, il faut quand même un niveau de sécurité. Un niveau de fiabilité, voilà. Donc, il y a beaucoup de normes en Europe, et donc, il faut pouvoir les respecter, voilà, et que le client soit content à la fin. Donc, on va chercher un petit peu partout, mais surtout en Asie, parce que l'écosystème de production, c'est eux qui ont inventé la micromobilité, il ne faut pas se le cacher. Donc uniquement les Chinois en Asie ou c'est plutôt voilà, vous avez coréens, taïwanais, chinois, mais la production est principalement basée en Chine. Parce que tout l'écosystème, donc vous avez déjà l'accessibilité de tous les batteries, parce que la moitié de la valeur d'un véhicule de micromobilité provient de la batterie. Oui, bien sûr. Donc la batterie est essentielle dans le prix final pour le consommateur.
Mais quand, effectivement, le premier critère, c'est effectivement la sécurité. Après, j'imagine le poids, j'imagine en matière de sécurité, il y a aussi certaines trottinettes qui s'éclairent dans tous les sens, parce que c'est aussi, ça fait partie aussi de la sécurité, d'être vu, de voir et d'être vu. Alors, on est en tout cas, la micromobilité est récente. C'est pas comme l'industrie de l'automobile, je sais pas, avec l'expert à côté de moi, qui a peut-être 100 ans, voire même plus. Et donc, en fait, on est plutôt aujourd'hui dans un écosystème high-tech, avec beaucoup de R&D, beaucoup d'innovation. Je dis pas que ça durera encore 20 ou 30 ans, mais on en est déjà à la 3e génération de trottinettes, et la 4e qui arrive offre des perspectives de sécurité, de visibilité et de confort de plus en plus importantes. Voilà. Ouais. Avant, vous n'avez pas de frein hydraulique sur une trottinette. Aujourd'hui, le milieu de gamme a double frein hydraulique avant-arrière. Voilà. Donc ce que vous n'aviez pas encore il y a 2 ans. Alors, vous livrez en 24 heures dans toute la France métropolitaine, et dans la journée en Ile-de-France, vous vous différenciez avant tout par le service ? Oui, alors le service, c'est une composante, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais le service, on vend des machines. Donc si vous n'avez pas le service derrière, vous avez une durée de vie sur ce marché qui est très faible. Donc c'est quoi le service vraiment véritable ? C'est une machine, elle a à peu près en moyenne 160 références de pièces détachées. Donc si vous n'avez pas la disponibilité de la pièce détachée sur site, vous ne pouvez pas entretenir et réparer un véhicule. Donc la composante service, entretien, réparation dans mon modèle économique, elle est essentielle, c'est 80% du dispositif. Après, vous devez avoir la bonne offre et les bons produits, bien évidemment, mais voilà, si vous avez les bons produits et pas le service derrière, vous résistez pas longtemps sur ce marché. Une question qu'on se pose, c'est ça roule combien de temps en fait ? C'est combien de kilomètres quand on achète une trottinette ? On peut estimer de dire qu'elle va nous durer combien de temps ? C'est quoi la moyenne aujourd'hui ? Tout dépend, on va dire, de l'intensité et de l'utilisation que vous avez. Si c'est juste du loisir, une trottinette, ça peut rester 5, 6, 7 ans. Un vélo électrique, pareil. Mais après, vous avez l'usure de la batterie. Mais ça se révise ou pas une trottinette ? Bien sûr, ça s'entretient. Voilà, ça s'entretient. C'est important de le dire, je suis pas sûre que exactement, c'est comme un véhicule 4 roues, ça s'entretient parce que plus c'est petit, plus c'est fragile. Ouais. Et donc, vous avez besoin de regarder si le gonflage des pneus est correct, si les boulons sont bien vissés. Exactement. Et donc, c'est exactement la même chose, mais dans une dimension un peu différente qu'un véhicule 4 roues. Vous vendez également des pièces détachées. C'est facile à réparer le matériel électrique quand on est un peu bricoleur ? Alors, on peut bricoler sa voiture, mais c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, vous pouvez bricoler votre trottinette ou votre vélo. D'accord. Voilà. Ouais, alors, vous êtes également coprésident de Entrepreneurs pour la planète. Alors, vous avez envie de parler de cette association ? Oui. Alors, c'est une association qui me tient à cœur. Je sais pas qu'on allait en parler aujourd'hui. En fait, c'est votre excellente attachée de presse qui nous dit que vous aimeriez bien en parler. Elle est géniale. Et donc, en fait, c'est une plateforme. Plus que moi. Votez au 0826 300 300. Allez. Donc en fait, quand j'ai fait un cheminement assez complexe dans le sens comment je peux moi à mon niveau aider pour s'engager, c'est ça. S'engager pour une meilleure planète. Et en fait, le fait que je sois entrepreneur, je me dis comment je vais pouvoir justement aider des jeunes pousses à pouvoir justement leur donner la possibilité de rester 3-4 ans et d'être pérenne. Donc, une rampe de lancement, en fait. Rampe de lancement. Donc cette association, elle rassemble des porteurs de projets qui ont un impact social ou environnemental. Positif. Et avec des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants assez haut placés quand même. Et c'est du bénévolat, bien évidemment, pour ces chefs d'entreprise qui conseillent. C'est du mentorat en fait. C'est du reverse mentoring tout simplement, et qui permettent de faire bénéficier de son expérience gratuitement et donner les moyens à ces jeunes pousses de pouvoir exister le plus longtemps possible et finalement d'avoir un véritable impact sur notre planète. Et ça s'appelle Entrepreneurs pour la planète. Merci en tout cas 1000 fois d'avoir été avec nous. C'est une belle entreprise, ça s'appelle Volt. Grégory Coyot qui était avec nous, cofondateur de cette entreprise où vous allez trouver votre bonheur. Ça c'est sûr et certain. En tout cas, on remercie Jean-Marie Bordry d'avoir préparé cette émission. Tous nos invités, bien entendu. On se retrouve demain à partir de 17h pour la dernière de la semaine. Merci à notre belle équipe. Tout de suite, Sud Radio à votre service. Et juste après le flash de Charles Belon, édition spéciale, les essentiels de Sud Radio. Et on vous souhaite une très belle soirée. Salut, belle soirée, à demain.